Chapitre 33. La théorie moderne de la colonisation. L'économie politique cherche, en principe, à entretenir une confusion des plus commodes entre deux genres de propriété privée bien distinctes, la propriété privée fondée sur le travail personnel et la propriété capitaliste, fondée sur le travail d'autrui, oubliant à dessein que celle-ci non seulement forme l'antithèse de celle-là, mais qu'elle ne croit que sur sa tombe. Dans l'Europe occidentale, mère patrie de l'économie politique, l'accumulation primitive, c'est-à-dire l'expropriation des travailleurs, est en partie consommée, soit que le régime capitaliste se soit directement inféodé toute la production nationale, soit que, là où les conditions économiques sont moins avancées, il dirige au moins directement les couches sociales qui persistent à côté de lui et déclinent peu à peu avec le mode de production suranné qu'elle comporte. À la société capitaliste déjà faite, l'économiste applique les notions de droit et de propriété léguées par une société précapitaliste avec d'autant plus de zèle et d'onction que les faits protestent plus haut contre son idéologie. Dans les colonies, il en est tout autrement. Note 77. Là, le mode de production et d'appropriation capitaliste se heurte partout contre la propriété, corollaire du travail personnel, contre le producteur qui, disposant des conditions extérieures du travail, s'enrichit lui-même au lieu d'enrichir le capitaliste. L'antithèse de ces deux modes d'appropriation, diamétralement opposés, s'affirme ici d'une façon concrète, par la lutte. Si le capitaliste se sent appuyé par la puissance de la mère patrie, il cherche à écarter violemment de son chemin la pierre d'achoppement. Le même intérêt qui pousse le sycophante du capital, l'économiste, à soutenir chez lui l'identité théorique de la propriété capitaliste et de son contraire, le détermine aux colonies à entrer dans la voie des aveux, à proclamer bien haut l'incompatibilité de ces deux ordres sociaux. Il se met donc à démontrer qu'il faut ou renoncer au développement des puissances collectives du travail, à la coopération, à la division manufacturière, à l'emploi en grand des machines, etc., ou trouver des expédients pour exproprier les travailleurs et transformer leurs moyens de production en capital. Dans l'intérêt de ce qu'il lui plaît d'appeler la richesse de la nation, il cherche des artifices pour rassurer la pauvreté du peuple. Dès lors, sa cuirasse de sophisme apologétique se détache fragment par fragment, comme un bois pourri. Si Wakefield n'a rien dit de neuf sur les colonies, note 78, on ne saurait lui disputer le mérite d'y avoir découvert la vérité sur les rapports capitalistes en Europe. De même qu'à ses origines, note 79, le système protecteur tendait à fabriquer des fabricants dans la mère patrie, de même la théorie de la colonisation de Wakefield, que pendant des années l'Angleterre s'est efforcée de mettre légalement en pratique, avait pour objectif la fabrication de salariés dans les colonies. C'est ce qu'il nomme la colonisation systématique. Tout d'abord, Wakefield découvrit dans les colonies que la possession d'argent, de subsistance, de machines et d'autres moyens de production ne fait point d'un homme un capitaliste, à moins d'un certain complément qui est le salarié, un autre homme, en un mot, forcé de se vendre volontairement. Il découvrit ainsi qu'au lieu d'être une chose, le capital est un rapport social entre personnes, lequel rapport s'établit par l'intermédiaire des choses. Note 80. Monsieur Peel, nous raconte-t-il d'un ton lamentable, emporta avec lui d'Angleterre pour Swan River, Nouvelle-Hollande, des vivres et des moyens de production d'une valeur de 50 000 livres sterling. Monsieur Peel eut en outre la prévoyance d'emmener 3 000 individus de la classe ouvrière, hommes, femmes et enfants. Une fois arrivé à destination, ouvre les guillemets, Monsieur Peel resta sans un domestique pour faire son lit ou lui puiser de l'eau à la rivière. Note 81, fermez les guillemets. Un fortuné Monsieur Peel qui avait tout prévu. Il n'avait oublié que d'exporter au Swan River les rapports de production anglais. Pour l'intelligence des découvertes ultérieures de Wakefield, 2 remarques préliminaires sont nécessaires. On le sait, des moyens de production et de subsistance appartenant aux producteurs immédiats, aux travailleurs mêmes, ne sont pas du capital. Ils ne deviennent capital qu'en servant de moyens d'exploiter et de dominer le travail. Or, cette propriété, leur âme capitaliste pour ainsi dire, se confond si bien dans l'esprit de l'économiste avec leur substance matérielle qu'ils les baptisent capital en toutes circonstances, lors même qu'ils sont précisément le contraire. C'est ainsi que procède Wakefield. De plus, le morcellement des moyens de production constitués en propriété privée d'un grand nombre de producteurs, indépendants les uns des autres et travaillant tous à leur compte, il l'appelle égale division du capital. Il en est de l'économiste politique comme du légiste du Moyen-Âge, qui affublait d'étiquettes féodales même des rapports purement pécuniaires. Supposez, dit Wakefield, ouvrez les guillemets,
le capital divisé en portions égales entre tous les membres de la société, et que personne n'eut intérêt à accumuler plus de capital qu'il n'en pourrait employer de ses propres mains. C'est ce qui, jusqu'à un certain degré, arrive actuellement dans les nouvelles colonies américaines où la passion pour la propriété foncière empêche l'existence d'une classe de salariés. Note 82, fermez les guillemets. Donc, quand le travailleur peut accumuler pour lui-même, et il le peut tant qu'il reste propriétaire de ses moyens de production, l'accumulation et la production capitalistes sont impossibles. La classe salariée, dont elle ne saurait se passer, leur fait défaut. Mais alors, comment donc, dans la pensée de Wakefield, le travailleur a-t-il été exproprié de ses moyens de travail dans l'ancien monde, de telle sorte que capitalisme et salariat aient pu s'y établir? Grâce à un contrat social d'une espèce tout à fait originale. L'humanité, ouvre les guillemets, adopta une méthode bien simple pour activer l'accumulation du capital, fermez les guillemets, laquelle accumulation hantait naturellement l'imagination de ladite humanité depuis Adam et Ève comme but unique et suprême de son existence. Ouvrez les guillemets. Elle se divisa en propriétaires de capital et en propriétaires de travail. Cette division fut le résultat d'une entente et d'une combinaison faite de bon gré et d'un commun accord. Note 83, fermez les guillemets. En un mot, la masse de l'humanité s'est expropriée elle-même en l'honneur de l'accumulation du capital. Après cela, ne serait-on pas fondé à croire que cet instinct d'abnégation fanatique dut se donner libre carrière précisément dans les colonies, le seul lieu où se rencontrent des hommes et des circonstances qui permettraient de faire passer le contrat social du pays des rêves dans celui de la réalité. Mais alors pourquoi, en somme, une colonisation systématique par opposition à la colonisation naturelle? Hélas, c'est que, ouvre les guillemets, dans les États du Nord de l'Union américaine, il est douteux qu'un dixième de la population appartienne à la catégorie des salariés. En Angleterre, ces derniers composent presque toute la masse du peuple. Note 84. Fermez les guillemets. En fait, le penchant de l'humanité laborieuse à s'exproprier à la plus grande gloire du capital est si imaginaire que, d'après Wakefield lui-même, la richesse coloniale n'a qu'un seul fondement naturel, l'esclavage. La colonisation systématique est un simple pis-aller attendu que c'est à des hommes libres et non à des esclaves qu'on a affaire. Ouvrez les guillemets. Sans l'esclavage, le capital aurait été perdu dans les établissements espagnols, ou du moins se serait divisé en fractions minimes, telles qu'un individu peut en employer dans sa petite sphère. Et c'est ce qui a eu lieu réellement dans les dernières colonies fondées par les Anglais, où un grand capital en semences, bétail et instruments s'est perdu faute de salariés et où chaque colon possède plus de capital qu'il n'en peut manier personnellement. Note 85, fermez les guillemets. La première condition de la production capitaliste, c'est que la propriété du sol soit déjà arrachée d'entre les mains de la masse. L'essence de toute colonie libre consiste, au contraire, en ce que la masse du sol y est encore la propriété du peuple, et que chaque colon peut s'en approprier une partie qui lui servira de moyen de production individuel, sans empêcher par là les colons arrivant après lui d'en faire autant. Note 86. C'est là le secret de la prospérité des colonies, mais aussi celui de leur mal invétéré, la résistance à l'établissement du capital chez elles. Ouvrez les guillemets. Là où la terre ne coûte presque rien, et où tous les hommes sont libres, chacun pouvant acquérir à volonté un morceau de terrain, non seulement le travail est très cher, considérez la part qui revient au travailleur dans le produit de son travail, mais la difficulté est d'obtenir à n'importe quel prix du travail combiné. Note 87, fermez les guillemets. Comme dans les colonies le travailleur n'est pas encore divorcé d'avec les conditions matérielles du travail, ni d'avec leur souche, le sol, ou ne l'est que ça et là, ou enfin sur une échelle trop restreinte, l'agriculture ne s'y trouve pas non plus séparée d'avec la manufacture, ni l'industrie domestique des campagnes détruites. Et alors, où trouver pour le capital le marché intérieur? Ouvrez les guillemets. Aucune partie de la population de l'Amérique n'est exclusivement agricole, sauf les esclaves et leurs maîtres qui combinent travail et capital pour de grandes entreprises. Les Américains libres qui cultivent le sol se livrent en même temps à beaucoup d'autres occupations. Ils confectionnent eux-mêmes ordinairement une partie des meubles et des instruments dont ils font usage. Ils construisent souvent leurs propres maisons et portent le produit de leur industrie aux marchés les plus éloignés. Ils filent et tissent, ils fabriquent le savon et la chandelle, les souliers et les vêtements nécessaires à leur consommation. En Amérique, le forgeron, le boutiquier, le menuisier, etc. sont souvent en même temps cultivateurs. Note 88, fermez les guillemets.
Quel chant de tels drôles laisse-t-il au capitaliste pour pratiquer son abstinence? La suprême beauté de la production capitaliste consiste en ceci, que non seulement elle reproduit constamment le salarié comme salarié, mais que proportionnellement à l'accumulation du capital, elle fait toujours naître des salariés surnuméraires. La loi de l'offre et de la demande de travail est ainsi maintenue dans l'ornière convenable. Les oscillations du salaire se meuvent entre les limites les plus favorables à l'exploitation, et enfin la subordination, si indispensable du travailleur au capitaliste, est garantie. Ce rapport de dépendance absolue, qu'en Europe l'économiste menteur travestit en le décorant emphatiquement du nom de libre contrat entre deux marchands également indépendants, l'un aliénant la marchandise capitale, l'autre la marchandise travail, est perpétué. Mais dans les colonies, cette douce erreur s'évanouit. Le chiffre absolu de la population ouvrière y croît beaucoup plus rapidement que dans la métropole, attendu que nombre de travailleurs y viennent au monde tout fait, et cependant, le marché du travail est toujours insuffisamment garni. La loi de l'offre et la demande est à volo. D'une part, le vieux monde importe sans cesse des capitaux avides d'exploitation et âpres à l'abstinence, et d'autre part, la reproduction régulière des salariés se brise contre des écueils fatals. Et combien il s'en faut, à plus forte raison, que, proportionnellement à l'accumulation du capital, il se produise un surnumérariat de travailleurs. Tel salarié d'aujourd'hui devient demain artisan ou cultivateur indépendant. Il disparaît du marché du travail, mais non pour reparaître au workhouse. Cette métamorphose incessante de salariés en producteurs libres travaillant pour leur propre compte et non pour celui du capital, et s'enrichissant au lieu d'enrichir monsieur le capitaliste, réagit d'une manière funeste sur l'état du marché et partant sur le taux du salaire. Non seulement le degré d'exploitation reste outrageusement bas, mais le salarié perd encore, avec la dépendance réelle, tout sentiment de sujétion vis-à-vis du capitaliste. De là tous les inconvénients dont notre excellent Wakefield nous fait la peinture avec autant d'émotion que d'éloquence. Ouvrez les guillemets. L'offre de travail salarié, dit-il, n'est ni constante, ni régulière, ni suffisante. Elle est toujours non seulement trop faible, mais encore incertaine. Note 89. Bien que le produit à partager entre le capitaliste et le travailleur soit considérable, celui-ci en prend une portion si large qu'il devient bientôt capitaliste. Par contre, il n'y en a qu'un petit nombre qui puisse accumuler de grandes richesses, lors même que la durée de leur vie dépasse de beaucoup la moyenne. Note 90. Fermez les guillemets. Les travailleurs ne permettent absolument point aux capitalistes de renoncer au paiement de la plus grande partie de leur travail. Et lors même qu'il a l'excellente idée d'importer d'Europe avec son propre capital ses propres salariés, cela ne lui sert de rien. Ouvrez les guillemets. Ils cessent bientôt d'être des salariés pour devenir des paysans indépendants, ou même pour faire concurrence à leurs anciens patrons en leur enlevant sur le marché les bras qui viennent s'offrir. Note 91, fermez les guillemets. Peut-on s'imaginer rien de plus révoltant? Le brave capitaliste a importé d'Europe, au prix de son cher argent, ses propres concurrents en chair et en os. C'est donc la fin du monde. Rien d'étonnant que Wakefield se plaigne du manque de discipline chez les ouvriers des colonies et de l'absence du sentiment de dépendance. Ouvrez les guillemets. Dans les colonies, dit son disciple Mérival, l'élévation des salaires a porté jusqu'à la passion le désir d'un travail moins cher et plus soumis, d'une classe à laquelle le capitaliste puisse dicter les conditions au lieu de se les voir imposées par elle. Dans les pays de vieille civilisation, le travailleur est, quoique libre, dépendant du capitaliste en vertu d'une loi naturelle. Dans les colonies, cette dépendance doit être créée par des moyens artificiels. Note 92, fermez les guillemets. Quel est donc, dans les colonies, le résultat du système régnant de propriété privée fondé sur le travail propre de chacun au lieu de l'être sur l'exploitation du travail d'autrui? Ouvrez les guillemets. Un système barbare qui disperse les producteurs et morcelle la richesse nationale. Note 93, fermez les guillemets. L'éparpillement des moyens de production entre les mains d'innombrables producteurs propriétaires travaillant à leur compte anéantit, en même temps que la concentration capitaliste, la base capitaliste de toute espèce de travail combiné. Toutes les entreprises de longue haleine, qui embrassent des années et nécessitent des avances considérables de capital fixe, deviennent problématiques. En Europe, le capital n'hésite pas un instant en pareil cas, car la classe ouvrière est son appartenance vivante, toujours disponible et toujours surabondante. Dans les pays coloniaux. Mais Wakefield nous raconte à ce propos une anecdote touchante.
Il s'entretenait avec quelques capitalistes du Canada et de l'État de New York, où les flots de l'immigration restent souvent stagnants et déposent un sédiment de travailleurs. Ouvrez les guillemets. Notre capital, soupire un des personnages du mélodrame, notre capital était déjà prêt pour bien des opérations, dont l'exécution exigeait une grande période de temps. Mais le moyen de rien entreprendre, avec des ouvriers qui, nous le savons, nous auraient bientôt tourné le dos. Si nous avions été certains de pouvoir fixer ces émigrants, nous les aurions avec joie engagés sur le champ et à des prix élevés. Et, malgré la certitude où nous étions de les perdre, nous les aurions cependant embauchés si nous avions pu compter sur des remplaçants au fur et à mesure de nos besoins. Note 94, fermez les guillemets. Après avoir fait pompeusement ressortir le contraste de l'agriculture capitaliste anglaise à travail combiné entre guillemets avec l'exploitation parcellaire des paysans américains, Wakefield laisse voir malgré lui le revers de la médaille. Il nous dépeint la masse du peuple américain comme indépendante, aisée, entreprenante et comparativement cultivée, tandis que, ouvrez les guillemets, l'ouvrier agricole anglais est un misérable en haillons, un pauper. Dans quel pays, excepté l'Amérique du Nord et quelques colonies nouvelles, les salaires du travail libre employé à l'agriculture dépassent-ils tant soit peu les moyens de subsistance absolument indispensables aux travailleurs? En Angleterre, les chevaux de labour, qui constituent pour leur maître une propriété de beaucoup de valeur, sont assurément beaucoup mieux nourris que les ouvriers ruraux. Note 95, fermez les guillemets. Mais never mind. Encore une fois, richesse de la nation et misère du peuple, c'est, par la nature des choses, inséparable. Et maintenant, quel remède à cette gangrène anticapitaliste des colonies? Si l'on voulait convertir à la fois toute la terre coloniale de propriété publique en propriété privée, on détruirait, il est vrai, le mal à sa racine, mais aussi, du même coup, la colonie. Tout l'art consiste à faire d'une pierre deux coups. Le gouvernement doit donc vendre cette terre vierge à un prix artificiel, officiellement fixé par lui, sans nul égard à la loi de l'offre et la demande. L'immigrant sera ainsi forcé de travailler comme salarié assez longtemps, jusqu'à ce qu'il parvienne à gagner assez d'argent pour être à même d'acheter un champ et de devenir cultivateur indépendant. Note 96. Les fonds réalisés par la vente des terres, à un prix presque prohibitif pour le travailleur immigrant, ces fonds qu'on prélève sur le salaire, en dépit de la loi sacrée de l'offre et la demande, seront, à mesure qu'ils s'accroissent, employés par le gouvernement à importer des gueux d'Europe dans les colonies, afin que monsieur le capitaliste y trouve le marché de travail toujours copieusement garni de bras. Dès lors, tout sera pour le mieux dans la meilleure des colonies possibles. Voilà le grand secret de la colonisation systématique. Wakefield s'écrie triomphalement. Ouvrez les guillemets. Avec ce plan, l'offre du travail sera nécessairement constante et régulière. Premièrement, en effet, aucun travailleur n'étant capable de se procurer de la terre avant d'avoir travaillé pour de l'argent, tous les émigrants, par cela même qu'ils travailleront comme salariés en groupe combiné, vont produire à leur patron un capital qui le mettra en état d'employer encore plus de travailleurs. Secondement, tous ceux qui changent leurs conditions de salariés en celles de paysans doivent fournir du même coup, par l'achat des terres publiques, un fonds additionnel destiné à l'importation de nouveaux travailleurs dans les colonies. Note 97, fermez les guillemets. Le prix du sol octroyé par l'État devra naturellement être suffisant, sufficient price, c'est-à-dire assez élevé, ouvrez les guillemets, pour empêcher les travailleurs de devenir des paysans indépendants avant que d'autres soient venus prendre leur place au marché du travail. Note 98, fermez les guillemets. Ce prix suffisant n'est donc après tout qu'un euphémisme qui dissimule la rançon payée par le travailleur au capitaliste pour obtenir licence de se retirer du marché du travail et de s'en aller à la campagne. Il lui faut d'abord produire du capital à son gracieux patron, afin que celui-ci puisse exploiter plus de travailleurs. Et puis, il lui faut fournir sur le marché un remplaçant expédié à ses frais par le gouvernement à ce haut et puissant seigneur. Un fait vraiment caractéristique, c'est que pendant nombre d'années, le gouvernement anglais mit en pratique cette méthode d'accumulation primitive recommandée par Wakefield, à l'usage spécial des colonies. Le fiasco fut aussi complet et aussi honteux que celui du Bank Act de Sir Robert Peel. Le courant de l'immigration se détourna tout bonnement des colonies anglaises vers les États-Unis. Depuis lors, le progrès de la production capitaliste en Europe, accompagné qu'il est d'une pression gouvernementale toujours croissante, a rendu superflue la panacée de Wakefield. D'une part, le courant humain qui se précipite tous les ans, immense et continu, vers l'Amérique, laisse des dépôts stagnants dans l'est des États-Unis,
la vague d'émigration partie d'Europe y jetant sur le marché de travail plus d'hommes que la seconde vague d'émigration n'en peut emporter vers le Far West. D'autre part, la guerre civile américaine a entraîné à sa suite une énorme dette nationale, l'exaction fiscale, la naissance de la plus vile aristocratie financière, l'inféodation d'une grande partie des terres publiques à des sociétés de spéculateurs exploitant les chemins de fer, les mines, etc. En un mot, la centralisation la plus rapide du capital. La Grande République a donc cessé d'être la terre promise des travailleurs émigrants. La production capitaliste y marche à pas de géant, surtout dans les États de l'Est, quoique l'abaissement des salaires et la servitude des ouvriers soient loin encore d'y avoir atteint le niveau normal européen. Les donations de terres coloniales en friche, si largement prodiguées par le gouvernement anglais à des aristocrates et des capitalistes, ont été hautement dénoncées par Wakefield lui-même. Jointes au flot incessant des chercheurs d'or et à la concurrence que l'importation des marchandises anglaises fait au moindre artisan colonial, elles ont doté l'Australie d'une surpopulation relative, beaucoup moins consolidée qu'en Europe, mais assez considérable pour qu'à certaines périodes, chaque paquebot apporte la fâcheuse nouvelle d'un encombrement du marché du travail australien, glut of the Australian labour market, et que la prostitution s'y étale en certains endroits aussi florissante que sur le Haymarket de Londres. Note 99. Mais ce qui nous occupe ici, ce n'est pas la situation actuelle des colonies. C'est le secret que l'économie politique de l'ancien monde a découvert dans le nouveau et naïvement trahi par ses élucubrations sur les colonies. Le voici. Le mode de production et d'accumulation capitaliste, et partant la propriété privée capitaliste, présuppose l'anéantissement de la propriété privée fondée sur le travail personnel. Sa base, c'est l'expropriation du travailleur.